Alors franchement, je reste en France en toute transparence, je reste en France parce que nos clients sont en France, qu'on a une société en France avec des associés. Mais franchement, si moi je devais m'expatrier, j'aurais aucun regret à le faire, vraiment. Donc les personnes qui vont me dire: «Oui, mais en France, tu as la sécurité sociale et tout». Franchement, j'ai pas envie de vous insulter, mais arrêtez de me parler de ça parce que vu comment la France aide les entrepreneurs, vu comment j'ai été accompagné, arrêtez de me parler de sécurité, de santé en France, genre vraiment. D'ailleurs parce qu'en Estonie, les gens parlent de la sécurité, de dire: «Oui, mais en France, tu c'est plus long au niveau de l'administratif, tu as plus d'impôts, mais tu as la santé, tu as la sécurité sociale». Et moi en Estonie, quand je me versais le minimum de salaire, j'avais les soins gratuits, les transports gratuits, hein. Donc votre l'idée reçue que la sécurité sociale en France est incroyable, faut vraiment arrêter avec ça, tu vois? C'est du mensonge. Heu, la liberté n'a pas de prix, quoi. Je préfère largement faire moins et d'être totalement libre, que d'avoir une société qui fait des millions, mais de ne pas pouvoir utiliser l'argent, tu vois? Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Midco. Je suis Lucas, le cofondateur de Midco. Avec Luc, nous avons développé une application qui permet de découvrir des entrepreneurs autour de soi, que ce soit en mode one-to-one ou en mode événement. Et maintenant, place à la vidéo avec notre invité du jour. Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Yes, bonjour tout le monde. Alors pour me présenter, moi je m'appelle Thibaut, j'ai 22 ans. Je suis entrepreneur depuis maintenant 5 ans et j'ai une société de consulting avec, 2 autres associés. Qu'on fait depuis à peu près 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans qu'on est associés, sur laquelle on accompagne des entrepreneurs, sur toute la partie, justement réseaux sociaux, image de marque. C'est tout un ensemble pour les aider à avoir plus de clients. Donc on fait ça depuis 2 ans. Ok, très très bien. Donc là, tu nous as dit que tu étais entrepreneur depuis 5 ans. Donc tu as commencé à 17 ans. Quel était l'élément déclencheur pour toi? Est-ce que tu as toujours été dans une démarche entrepreneuriale ou c'est juste un moment, tu as eu un déclic, enfin un livre ou un truc qui t'a vraiment donné la direction? Non, ça a été un déclic parce que j'ai jamais, pensé, si tu veux, à entreprendre. Moi, je me rappelle quand j'avais 15 16 ans, quand j'étais au lycée, j'avais un pote qui m'avait parlé à un moment donné d'ouvrir une entreprise et quand il m'a parlé de ça, si tu veux, moi directement, j'ai eu des croyances. Dans ma tête, c'était, ouais, pour ouvrir une entreprise, c'est tout un tas de paperasse, d'administratif et tout. Donc, si tu veux, moi, quand j'entendais le mot entreprise, j'avais directement des croyances. Ça veut dire que inconsciemment, je me disais: «Dans tous les cas, c'est pas un truc que j'ai envie de faire et c'est pas un truc qui est fait pour moi». Donc si tu veux, ça aurait été compliqué de moi-même me dire d'un coup: «Bah, tiens, je vais lancer une entreprise et tout», donc ça s'est pas fait comme ça. C'est simplement en tombant sur des vidéos YouTube, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé comme ça. En tombant sur des vidéos YouTube d'entrepreneurs qui avaient un business en ligne et cetera et qui expliquaient comment ils étaient devenus libres et tout. Et quand je tombais sur ces vidéos, bah, ça m'a donné grave envie et ça a enlevé beaucoup de croyances parce qu'en fait, ils vendaient beaucoup le fait que les business en ligne, justement, ça permettait de se lancer, sans coût, que c'était beaucoup plus simple, pas besoin de diplôme, pas besoin de tout un tas d'administratifs. Donc ça m'a enlevé pas mal de croyances et je me suis dit: «Bah, je vais tenter certaines choses et let's go», tu vois? Donc ça s'est fait en voyant d'autres entrepreneurs réussir, en étant inspiré par leur parcours que je me suis dit: «Bah, je vais me lancer moi aussi». Ouais. Ouais, mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que les vidéos YouTube, que ça, on va dire, du coup, c'était en 2018. Et c'est vrai qu'il y en avait pas mal d'entrepreneurs justement qui vantaient un peu les mérites. Enfin, que ça a commencé à arriver sur YouTube. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi-même, j'ai vu des vidéos et tout. Et je me suis dit, ouais, ça, la vie enfin, qui propose, qu'ils offrent entre guillemets, elle fait un peu rêver, quoi. Donc, c'est vrai que même dans les croyances limitantes, je pense, on a tous eu ces croyances de dire une entreprise, en fait, moi, typiquement, un chef d'entreprise, j'imagine dans son bureau, en train de faire de la paperasse toute la journée, quoi, à faire des réunions et Ouais, c'est ça. C'est ça, bah, c'était les croyances que j'avais, en fait. Après, au final, tu vois, ce que disent les gens sur, YouTube, quand ils parlent de business en ligne, de revenus passifs, c'est un peu trop marketé, tu vois? C'est un peu trop marketé, mais ça m'a quand même, permis d'être inspiré et de me lancer, donc je vais pas le nier. Mais par contre, c'est sûr que c'est très marketé, hein, mais bon. ouais. C'est très inspirationnel justement pour te donner envie, pour qu'eux derrière puissent vendre, leur formation ou leur truc, quoi. C'est ça, c'est en mode, «Regarde comment je suis trop bien dans ma villa et j'ai une super belle vie et tu devrais faire pareil, donc pour te montrer comment tu peux avoir la même vie que moi et ben, j'ai une formation». Tu vois? Ça, c'est un peu le principe. C'est un peu, mais après, ça a permis de beaucoup de déclics. Malheureusement, dans ces déclics, il y en a qui sont un peu perdus, d'autres qui ont réussi, tant mieux, comme toi et d'autres qui ont complètement craqué parce que j'en vois même, sur Twitter ou autre, des gens qui se lancent
et au bout de 3 mois, tu vois, ils vont changer de thématique ou ils vont changer parce qu'au final, ils se lancent, mais ils savaient pas trop dans quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu lancés à corps perdu. Hem, OK, donc tu nous as dit, tu avais une société de consulting, donc tu es coach pour entrepreneurs. Du coup, 1re question qui me vient en tête, c'est, est-ce qu'il y a un type d'entrepreneur enfin, est-ce qu'il faut être, avoir une personnalité bien distincte pour être coaché? Ou est-ce que tout le monde peut se faire coacher? Non, je pense pas que tout le monde puisse se faire coacher. Il y a des gens qui seront pas coachables, ça dépend de la maturité des gens, mais tu as des gens qui pensent tout savoir et qui pensent que se faire accompagner, c'est pas nécessaire. Donc c'est sûr que ces gens-là ne seront jamais coachables. Tu pourras jamais leur montrer comment ils peuvent, se développer parce qu'à chaque fois que tu vas leur dire quelque chose, ils vont te dire: «Oui, mais ça, je le sais». Donc je pense pas que tout le monde soit coachable. Après une personne, nous, c'est beaucoup plus simple en tant que coach de coacher quelqu'un qui est coachable, ça c'est sûr. Parce que, si tu veux, en tant que coach, nous, on donne les outils pour permettre à une personne de se développer, mais on peut pas le faire à sa place. Donc c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas coachable, c'est quelqu'un qui souvent va prendre plein de formations et ne va jamais appliquer, tu vois? Il va essayer d'apprendre plein de connaissances, de se dire: «OK, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça», hem, mais ils vont jamais se lancer. Ou des gens, à l'inverse, qui auront trop d'ego pour dire qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai, tu vois, on est assez jeunes, moi j'ai 22 ans, hem et aujourd'hui on a des clients qui ont 40, 60 ans, genre, moi j'ai des clients qui ça pourrait être mes parents, tu vois? Je forme, des gens qui ont l'âge de mes parents, parce qu'ils ont réussi à mettre leur ego de côté et de se dire: «Bah, en fait, dans cette thématique, j'ai besoin de ce jeune-là». Mais tu as des gens qui ne réagiront pas de la même façon et qui auront trop d'ego pour assumer le fait qu'ils ont des lacunes et que quelqu'un, de jeune peut leur apporter des compétences. Donc c'est sûr de ce côté-là, on peut pas aider quelqu'un qui n'est pas coachable. Ouais, puis surtout toi, du coup, comme tu l'as dit, tu as le entre guillemets «un double problème», c'est que, bah, tu es jeune par rapport à tes clients, donc déjà, il faut que le client accepte de mettre un peu son ego de côté pour écouter les conseils et en plus accepte que ces conseils viennent de quelqu'un qui a potentiellement 30 ans de moins que lui. Donc c'est vrai que c'est pas évident, Bah, en fait, non, c'est pas que c'est pas évident. Nous, on n'a pas ce problème-là parce que j'ai suffisamment d'expertise, je transmets suffisamment de certitude pour montrer aux gens qu'on peut les aider. Donc, si tu veux, quand on a des prospects qui ont 40, 50 ans, ça bloque jamais au niveau du prix. La plupart du temps, les gens réussissent à se dire: «OK, j'ai besoin d'eux et c'est incroyable, ils sont dynamiques, ils sont jeunes, justement, autant passer à l'action». Mais tu as quand même des gens qui le seront pas et en vérité, tu as des gens qui sont pas coachables, qui ont notre âge aussi, hein, qui ont même moins, mais simplement, bah, tu leur dis de faire ça, ils le font pas. Donc bah, ils écoutent pas quoi, en fait, ils voudraient des résultats un peu, instantanés. ouais. En fait, tu as des gens qui consomment plein d'informations, mais qui le mettent pas en place et nous, à partir de ce moment-là, on peut rien faire d'autre. Parce qu'on fait du coaching, on fait pas du done for you. C'est-à-dire qu'on va pas faire à ta place, on n'est pas prestataire pour toi. Donc si tu as besoin d'aller trouver des clients, par exemple sur Instagram, ce qu'on fait nous, bah, si tu veux, on pourra pas le faire à ta place. On va pas prospecter les gens à ta place, on va pas closer à ta place. C'est à toi de le faire. Mais nous, on va te montrer comment le faire. Si tu veux pas le faire, bah, tu auras pas de résultat. Tu auras juste appris des informations avec nous, c'est bien, mais tu auras pas de résultat. Tu sais, c'est comme, là, on parle en soi de coaching, mais c'est comme l'école. Tu vois, un élève, tu beau avoir 97 de réussite dans, un établissement pour, je sais pas moi, un diplôme, bah, les 3 c'est ceux qui viennent pas en cours. Tu vois? Si tu sèches et que tu viens pas, bah, on va pas te garantir un diplôme donc après c'est à toi de le mettre en place. Même si tu as 97 de réussite, je peux te dire que moi j'ai fait un BTS communication et même le bac en vérité, mais j'ai fait un BTS communication, il y avait justement 87 de réussite. Donc tu peux te dire: «Bon, bah, c'est assez simple», mais en vérité j'en ai chié pendant 2 ans, tu vois? Je me suis donné et j'ai dû suivre et cetera, en plus à côté de mon business. J'ai dû me donner à fond et je peux te dire que pour la préparation des oraux, des dossiers qu'on devait rendre et cetera, c'était, le travail qu'on a mis, c'était incroyable. Donc oui, il y avait 87 de réussite, mais par contre, j'ai taffé comme un fou et ceux qui sont pas coachables, ceux qui viennent pas en cours, c'est ceux qui l'auront pas. OK. Ouais, bah, là, l'analogie, elle est enfin, le comparatif est très, très, très clair. Et ouais, je suis assez d'accord sur ça, sur le fait que, c'est vrai qu'en plus, quand tu vois les taux de réussite, souvent, il y en a, en fait, ils vont prendre une formation justement parce qu'il y a un taux de réussite qui est bon. Et du coup, ils vont se dire: «Bah, en fait, c'est simple». En fait, faut jamais prendre une décision parce que ça marche pour les autres. Parce que si tu y vas dans ce sens, tu y vas pas dans le bon sens. C'est comme, encore une fois, pareil pour l'école, s'il y a 87 de réussite, on va dire que c'est un bon indicateur, c'est toujours mieux. Mais de base, tu y vas pour toi. Tu y vas parce que toi, tu sais que tu vas fournir le taf nécessaire.
Et dans un accompagnement, c'est pareil, on s'en fout des témoignages, on s'en fout de savoir le taux de réussite de cette formation, on s'en fout de savoir, la promesse et ce que tu peux générer et cetera. Plus important, c'est toi en vérité, tu vois? Les témoignages, tout le monde peut mentir sur les témoignages en vérité, donc tu en as plein qui mentent sur les témoignages, tu en as, ils sont pas éthiques avec ça. Donc même si tu as des gens qui réussissent dans une formation, en fait, on s'en fout. Plus important, c'est toi, tu vois? Mais ça, les gens le comprennent pas. Souvent, ils rejoignent une formation parce que, bah, il y a une promesse, les gens ont des résultats, donc ils se disent: «Je fonce». Donc ils le font pas pour eux-mêmes, tu vois? Donc c'est un peu le problème. Ouais, c'est clairement. Et du coup là, tu nous as dit, tu as fait un BTS Com, tout ça, donc là tu t'occupes par exemple, tu nous as parlé des prestations Instagram que enfin tu pouvais aider tes clients sur Instagram. Est-ce que tu as d'autres axes sur lesquels tu travailles avec tes clients? Ah oui, ça, c'est un exemple. Après, nous, ce qu'on travaille avec nos clients, il y a 4 angles sur lesquels on travaille. Le premier point, c'est toute la partie business model. C'est-à-dire que nous, les personnes qu'on accompagne, généralement, elles ont déjà fait un minimum de formation, ils font déjà un minimum de chiffre d'affaires. Donc ils ont déjà suivi des formations, ils ont déjà leur offre, ils ont déjà leur persona, tu vois? Ça, c'est des conseils qu'on te donne sur plein de formations business. Donc ça, c'est des premières bases, mais nous, on revoit le business model pour leur montrer de quelle façon, en fait, ils peuvent créer une offre, créer un persona pour scaler leur activité. En tant que coach, parce qu'on forme des coachs et des prestataires, comment tu peux scaler ton activité? Donc comment tu peux aller chercher une croissance rapide sur le court terme? Bah, en fait, tu vois, il y a plein de coachs, par exemple, un coach sportif qui vend à 20 € l'heure, bah, lui, il pourra jamais scaler son activité. Oui, parce qu'il échange son temps contre de l'argent, donc. Voilà, donc lui, par exemple, ouais, c'est bien, tu as une offre. Tu vends des packs, de 3 heures, des packs de 7 heures ou des packs à l'unité si tu veux, mais tu vends ton temps contre de l'argent, donc tu n'arriveras jamais si demain je te rapporte 30 clients supplémentaires, bah, tu n'as plus de business, tu vois? Tu pourras plus gérer. Donc nous, en fait, c'est là où on les aide vraiment à structurer leur business. C'est pas juste créer une offre, c'est avoir un modèle qui soit scalable. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire gestion client, marche par client, combien de temps tu passes par client, délivrabilité, comment tu les gères, toutes ces choses-là. Après, une fois que c'est fait, la 2e partie, c'est toute la partie personal branding. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, celui qui est vu comme le leader de son marché, c'est pas celui qui a le plus d'expérience en tant que coach, par exemple. C'est pas parce que ça fait 30 ans que tu fais du coaching de vie que tu es le leader dans ton marché. Parce qu'il se peut qu'un gamin de 16 ans à côté lance une page Instagram, récolte 100 000 abonnés en 4 mois, et lui, il sera vu comme quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Pourquoi? Parce qu'il est plus visible que toi. Donc ce que j'explique souvent à mes clients, c'est que celui qui est vu comme le leader dans son marché, c'est simplement celui qui est plus visible que toi. Tu vois? Donc si, quelqu'un est plus visible que toi sur les réseaux, bah, on conseillera cette personne plutôt que toi. Même si ça fait 30 ans que tu as un cabinet et que tu vends des séances, tu vois? Et pourtant, c'est peut-être malheureux parce que tu as des gens, ils ont 17 ans, ils ont peut-être moins d'expérience que certains coachs, mais ils ont plein de compétences sur les réseaux sociaux pour se développer. Ils font des shorts, ils se développent très vite. Ils obtiennent 400 000 abonnés en 4 mois, tu vois, sur TikTok. Bah, eux, ils feront plus d'argent que toi, tu vois? Et pourtant, ils ont moins d'expérience, malheureusement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le personal branding, ton image de marque, la visibilité que tu vas développer sur les réseaux, notamment Instagram, c'est le point le plus essentiel, en fait. Donc, on travaille là-dessus avec eux. Le troisième point, c'est toute la partie marketing. Donc, on les aide à mettre en place un système d'acquisition. Donc, une fois qu'ils ont une audience, bah, on va les aider à renvoyer cette audience vers un produit pour les convertir. Donc, ça peut être, tu sais, tout ce qu'on voit en ligne, les webinaires, les conférences en ligne, conférences en présentiel aussi, tout un tas de choses. Mais en tout cas, on veut acquérir des clients. Et le dernier pilier, c'est toute la partie commerciale. Donc, on forme nos clients au closing. Voilà. Le closing, le problème, c'est que c'est aussi mal vu parce que le closing, les gens pensent que rejoindre une formation de closing, ça se résume à traiter des objections, avoir un script de vente et on fonce, tu vois. Un peu le loup de Wall Street, quoi. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Genre des grosses techniques pour manipuler les gens, les influencer et tout. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça représente 10% de la vente. Et c'est d'ailleurs Jordan Belfort du Loup de Wall Street qui disait ça, tu vois. Et il disait en fait, ce que tu vas dire, ton langage verbal au téléphone, ça représente que 10% de la vente. Donc ton script de vente, les objections que tu vas utiliser, comment traiter les objections et tout ça, là, ça représente que 10% de la vente, donc on s'en fout. Le plus important, c'est ton langage non verbal. Ta posture, ta tonalité, ton énergie, ton leadership, ton statut d'expert. Et en fait, c'est tout ça qui amène à la vente. Tu peux vendre n'importe quoi du moment où tu as ça, tu vois. Par contre, tu as beau être le meilleur closer, du moment où une personne ne te fait pas confiance parce que tu n'es pas vu comme un expert, tu peux être le meilleur closer et utiliser, tu sais, ton script de vente qu'on t'a donné en formation, utiliser toutes les questions que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Et donc nous,
Les clients qu'on récupère en accompagnement, à chaque fois, c'est des gens qui ont fait des formations de closing et qui, malgré tous les conseils qu'on leur a enseignés, bah, eux, ça marche pas pour eux dans les appels. Tu vois? Ça marche pas pour eux dans le closing parce que, bah, ils ont pas la même, certitude que les autres. Ouais, pas la même confiance. Puis c'est vrai que quand tu closes justement, si la personne n'a pas confiance en toi ou en ton entreprise ou au produit, enfin, il y a rien à faire, quoi. Même si S'il y a un manque de confiance, tu beau utiliser des tournures de phrases incroyables pour, répondre à une objection, ça ne marchera pas, tu vois? Tu vas mettre encore plus de pression sur les gens et tu vas avoir des gens qui vont quitter l'appel, tu vois? Et tu jamais de leurs nouvelles. Voilà, c'est les 4 angles, sur lesquels, on accompagne nos clients parce qu'il y a il y a trop d'idées reçues, en fait, les gens, ils pensent que tu crées un coaching à 500 € et c'est bon, tu es riche. Tu suis une formation de closing et tu peux vendre ce que tu veux. Non, c'est faux, tu vois? C'est beaucoup plus profond que ça, en fait. bah, c'est ça, en même temps, c'est en fait, on voit tu toujours la face visible de l'iceberg et la face cachée, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Forcément, sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Insta ou autre, on voit toujours en mode, bah, c'est facile, tu sais, moi je fais ça, 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 c'est hyper facile, toi aussi tu peux le faire. La réalité, c'est pas du tout ça. Puis dans tous les cas, faut travailler. Mais ouais, en plus, tu vois, c'est marrant parce que je disais ça hier, j'ai fait une story hier sur Insta et j'ai expliqué la même chose. Aujourd'hui, sur différents domaines, par exemple le closing, on te vend l'idée que le closing, c'est, tu prends des appels et tu fais 2 000 € par jour, sans rien faire depuis ton téléphone. Mais déjà, c'est faux parce que tu peux pas faire du closing juste depuis ton téléphone. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, tu vas devoir remplir un CRM, faire du follow-up, remplir ton dossier de tracking, et ça, tu vas pas le faire depuis ton téléphone. Donc tu vois, déjà, ça, c'est un mensonge. Depuis son téléphone, c'est mort. Tu ne peux pas développer un business dans le closing juste avec ton téléphone. Le deuxième point, dire oui, comment vivre du closing, ne plus avoir de patron, c'est totalement faux. Quand tu fais du closing, bah, tu closes pour quelqu'un d'autre. Donc tu as quelqu'un à qui tu vas devoir rendre des comptes, tu vas devoir montrer tous tes appels, tu vas devoir enregistrer tes appels. En fait, tu vas devoir rendre des comptes. Donc, si tu as un patron. Donc, en fait, tu vois le problème. Et pareil, pour le SMMA, on te dit que tu peux faire 10 000 € en 30 jours. Et il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, on te vend tellement du rêve que quand tu fais cette formation ensuite, tu te rends compte que c'est plus compliqué. Mais c'est surtout qu'on te donne pas les bonnes informations et le bon état d'esprit à avoir. Parce que, tu vois, par exemple, pour le milieu du closing, le but, c'est en fait, tu suis une formation de closing pour derrière que tu aies des compétences en vente, mais que tu puisses vendre les offres de quelqu'un d'autre. Mais si de base dans la formation, on te vend du rêve en te disant: «Tu pas besoin de patron et tu peux travailler depuis ton téléphone», bah, putain, j'ai pas envie d'être celui que j'ai pas envie de recruter cette personne-là, moi, tu vois? J'ai pas envie de recruter un closer qui a ce mindset-là. Donc on te vend pas le bon état d'esprit. Donc derrière, on se retrouve avec plein de closers que personne ne veut, qui n'ont pas de résultats, et c'est un peu le bordel, tu vois? Donc il y a trop de fausses informations sur internet. Mais bon, après je comprends les gens, tu vois? Ça vend mieux, pour ceux qui vendent des formations, c'est sûr que ça vend mieux quand tu dis ça aux gens. Bah oui, c'est sûr que si tu leur dis: «Bah écoutez, tu vas peut-être galérer, il va falloir travailler dur mais tu vas galérer», enfin voilà, ça donne pas du tout envie. En fait, c'est ça le problème, c'est que les attentes, la réalité, c'est pas du tout la même. Ouais, si tu enlèves cette promesse-là, si à la place tu dis, comment, ne pas générer d'argent sur les 3 premiers mois, galérer et ensuite avoir un business qui tourne, bah, en fait, il y a personne qui s'inscrit. C'est ça, mais après, du coup, ça crée un fossé entre ce à quoi on va s'attendre et la réalité où, en fait, tu un écart qui est comme ça, quoi. Et la plupart des gens, bah, vont se perdre et du coup, vont prendre des formations. Des fois, ne vont même pas toucher à la formation. Ouais, ouais, ouais. Bah, les gens qui payent par CPF, la plupart du temps, ils suivront jamais les formations jusqu'à la fin, hein. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez triste de voir ça. Et donc là, sur les 4 piliers sur lesquels tu travailles, donc tu m'as dit que le premier c'était business model, un peu revoir les offres, etc. Où tu t'adresses du coup à des personnes qui sont déjà établies. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'adresser aussi à des débutants? Par exemple, quelqu'un qui a juste une idée de projet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner quelqu'un de l'idéation, on va dire, jusqu'à la création? Alors à l'époque, ouais, mes débuts, ouais. Là, on n'accompagne plus de personnes qui n'ont pas d'idée de business. La simple et bonne raison, c'est que, alors on pourrait faire plus d'argent, sincèrement, si on touche un peu ce qu'on appelle le mass market, donc le grand public. On pourrait toucher des gens qui veulent lancer un business, mais disons qu'il y a plein de concurrents qui le font très bien et qui vendent pas mal de rêves là-dessus en te disant que on va t'aider à trouver une idée de business en ligne rentable. Donc bon, il y a déjà des gens qui s'occupent de ça, donc c'est très bien. Nous, on s'occupe, des gens qui ont déjà un minimum de résultats. Pourquoi on prend plus de personnes? Alors des gens qui n'ont pas beaucoup de chiffre d'affaires, ça c'est OK, on a un programme pour eux.
Par contre, nous, les personnes qui n'ont pas encore d'idée de business ou qui sont en lancement, pourquoi on le fait pas? La simple et bonne raison, c'est qu'en fait, tu auras pas de résultat en 4 mois. Parce que tu vois, nous, on a un accompagnement sur 4 mois. On n'a pas envie de vendre de rêve aux gens. On sait très bien que si tu n'as pas encore d'idée ou si tu es à peine sur le lancement de ton idée, ça prendra beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que quand imaginons, hein, tu as envie de devenir, de lancer ton agence SMMA, d'accord? Tu as suivi une formation et: «Oh tiens, j'ai envie de lancer une agence SMMA, je vais vendre, je vais prendre des prestations, je vais vendre des sites web». Le problème, c'est que là, ça veut dire que tu n'as pas de compétences pour l'instant dans la création de sites web. Peut-être que tu n'as pas encore de compétences dans le closing et tout. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas lancer cette idée de business, eh ben, tu auras beaucoup de croyances, tu te sentiras pas forcément légitime parce que tu as pas encore de résultats clients. Et en fait, il y aura tout un tas de croyances qui fait que même si nous, on t'enseigne tout un tas de stratégies, eh ben, toi, ça marchera pas. Parce que tu as la croyance que ton prix est trop cher, que tu as peur de ne pas apporter de résultats à tes clients, tu te sens pas à l'aise avec ton prix. Et donc, en fait, peu importe ce qu'on t'enseigne, ça va pas marcher à tes débuts. Donc, nous, on préfère accompagner des gens qui sont déjà certains de leur domaine, ils ont déjà de l'expérience, mais juste ils font appel à nous pour exploser leur chiffre d'affaires, tu vois. Ouais. Ouais, ok, vous avez pris le point de... Parce que justement, il y en a beaucoup qui accompagnent les débutants. Et vous, en fait, vous vous adressez du coup à une cible qui est déjà établie, où vous savez que la personne sera aussi un minimum investie parce qu'elle a déjà un chiffre d'affaires et qu'elle est prête justement à exploser ce chiffre d'affaires. Ouais, voilà, c'est un positionnement différent. Après, on pourrait toucher un peu le mass market et essayer de vendre des formations aux personnes qui débutent. Mais ça veut dire qu'on jouerait un peu sur la naïveté des gens. Parce que les débutants, eux, ce qu'ils recherchent, c'est des résultats rapides. Or, nous, on sait très bien que c'est pas rapide, tu vois. Donc, on n'a pas envie de. On préfère ne pas les accompagner. On peut les aider gratuitement. On fait des fois, on donne des extraits de séminaires sur nos chaînes YouTube, on fait des vidéos et tout. Mais on les accompagne pas. Ouais, voilà, vous... On préfère qu'ils gardent leur argent plutôt que le mettre dans une formation alors qu'en vérité, ils auront pas de résultat, tu vois? Ouais, alors qu'il faut déjà qu'ils se bougent, entre guillemets, pour avoir leur premier résultat, quoi, avant de... Ouais, c'est ça, même pas en termes de chiffre d'affaires, mais avoir l'habitude de commencer à avoir des clients, que ce soit des prestations gratuites au départ ou que ce soit des prestations payantes. Mais en fait, avoir un minimum d'expérience dans ce que tu fais, ça va beaucoup jouer en vérité, tu vois? C'est pour ça que les promesses quand on te dit, «Lance une agence SMMA et fais 10 000 € en 30 jours», c'est inaccessible pour 99 des gens qui vont acheter, cette promesse, tu vois? C'est accessible pour les gens qui ont déjà de l'expérience et qui font déjà un minimum, mais un mec qui vient à peine de lancer son agence, il fera pas 10 000 € là dans les 30 jours qui arrivent. Ouais. Ouais, ou alors ça sera un gros coup de bol et c'est peut-être un sur 10 000, quoi. Ouais, peut-être un gros coup de bol, le mec il a déjà une grosse audience. Ouais, voilà, mais oui, c'est vrai que c'est des... Bah, c'est vendeur de rêve, hein. Mais même là, il serait même pas à l'aise parce qu'en fait, imagine tu débutes, ça veut dire que tu as même pas de prestataire, tu as personne dans ton équipe. Comment tu vas gérer, des prestations, si ça fait 10 000 € en 30 jours, tu imagines le nombre de clients que tu dois gérer? Même si c'est 1 500 € par mois ta prestation, je veux dire, tu vois, nous, par exemple, on était community manager à l'époque, on gérait des comptes Instagram. Ça prend pas mal de temps, hein. Dès que tu commences à avoir 4 ou 5 comptes à gérer tous les mois, c'est ingérable tout seul. Tu es obligé de prendre des personnes d'autres. Bah ouais, c'est... Les réseaux sociaux, ouais, c'est... Enfin, community manager, c'est un truc, tu peux pas prendre 7-8 clients par mois, enfin, c'est impossible. Non, ça prend du temps à scaler, tu vois, mais le problème, c'est que les gens le comprennent pas. Ils pensent que tu vas faire 10 000 € en 30 jours. Mais moi, je connais des gens très sérieux et qui ont vraiment beaucoup d'expérience et beaucoup de visibilité. Et pour faire 10 000 € par mois, déjà, ça leur prend beaucoup d'organisation en interne avec leurs prestataires, tu vois. Et les gens, ils pensent qu'ils vont se lancer tout seuls et vas-y, boum, je prospecte des gens, je fais 10 000 € en 30 jours, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un peu le fléau de ces derniers temps. En fait, c'est à cause des vidéos YouTube, comme tu as dit, des gens qui nous mettent ça dans le crâne. Ouais, bah en fait, il y a avantage et inconvénient. L'avantage, c'est que ça permet aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça permet un peu de promotionner l'entrepreneuriat. Mais l'inconvénient, c'est que ça le promotionne de la mauvaise façon. Parce que derrière, nous, tu vois, on fait un travail sérieux, mais derrière, les gens, bah, il y a une mauvaise réputation dans le coaching, par exemple. Tu vois, quand tu parles à quelqu'un de formation, dans quelqu'un qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, tu lui dis, ok, regarde, il y a une formation pour les business en ligne, tout de suite, il va dire que c'est de l'arnaque et qu'il y a que les pigeons qui achètent des formations. Tu vois? Alors qu'en vérité, non, si tu investis en toi, tu investis dans des compétences qui vont te servir dans la vie. Mais du coup, il y a une très mauvaise réputation parce que bah, un mec qui n'y connaît rien en business en ligne, quand tu regardes la promesse d'une formation qui te dit tu peux faire 10 000 € en 30 jours, alors que le mec, ça fait 40 ans qu'il est salarié, qu'il fait 2 000 € par mois,
tu ne peux pas croire ça, tu vois? C'est logique. Alors tu peux faire 10 000 €, bah, évidemment quand tu es entrepreneur, il y a des gens qui font 100 000 par mois. Mais en fait, les promesses qui sont faites sur internet, quand tu es quelqu'un qui est salarié depuis 20 ans et que tu vois ça, tu te dis: «Mais qui va acheter cette merde?» tu vois? Donc ça fait une mauvaise réputation dans le milieu, en fait, c'est le problème. Ouais, et puis comme tu disais, en fait, ils vont pas promotionner ça dans le sens, c'est comme à l'école, tu vois? Tu apprends une compétence, des fois tu l'apprends en 5 ans, et après tu exerces ton métier. Bah, là, évidemment qu'une formation en ligne, en 30 jours, tu peux pas être opérationnel, enfin, C'est ça. Tu imagines alors qu'il y a une école, en plus, c'est 1 an, hein, c'est pas 30 jours de formation. Même une école, sur laquelle tu vas faire, 1 année, tu imagines une école qui te dit, «Une fois que tu finis cette année, tu auras un job qui va te rapporter 10 000 € par mois». Ça serait, bah, t on crée on là, moi, je crie à l'arnaque, hein, je bah, ouais, tu imagines une école qui te dit: «Tu payes 10 000 € l'année et là, à la fin de l'année, tu as ton diplôme et tu auras plein de gens qui vont vouloir te recruter, pour des sommes à 5 000, 6 000 € par mois de façon très facile depuis juste ton téléphone portable sans envoyer de CV». Les gens vont te dire: «Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire?» tu vois? Et bah, c'est ce que les gens font avec les formations. Donc forcément, d'un point de vue extérieur, quand tu n'as pas l'habitude de ce milieu-là, bah, la première réaction que tu as, c'est: «Mais c'est quoi cette arnaque?» tu vois? ouais, bah, mais totalement, moi, enfin, je comprends les gens qui pensent comme ça, mais c'est malheureux parce qu'en soi, oui, il faut travailler, c'est comme tout, en fait, c'est enfin, il y a pas de secret, c'est ça le problème, c'est que les gens, en fait, ils attendent des hacks ou des astuces ou des secrets, mais il y en a pas, quoi, enfin, c'est con, mais il y en a pas, hein. Ah, des fois, il suffit juste de tu sais, c'est des conseils très simples en vérité. Après, moi, j'ai été dans ce truc-là quand j'ai démarré, tu vois, quand j'avais 17 ans. Je m'étais fait avoir un peu par ce marketing-là. Moi, j'achetais beaucoup de formations à l'époque. J'ai lancé plein de business différents, qui marchaient pas parce que j'étais pas du tout focus. Mais justement, j'étais à la recherche de ce truc miracle. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est que quand ça fonctionne pas, bah, tu vas chercher une idée qui va tout changer. Parce que tu te dis: «Mais attends, mais si je mets tout ça en place et que ça fonctionne pas, il y a forcément un truc que je fais de mal». Donc tu as tendance à t'orienter vers ce qu'on appelle l'objet brillant, un objet qui brille de loin. «Oh tiens, ça devrait marcher», tu vois? «Oh tiens, lancer une boutique de drop, il y a quelqu'un, il m'a dit: "Je peux faire 100 000 €, bah, je vais faire ça». Mais c'est pas l'idée qui fait l'argent, tu vois? C'est pas l'idée qui fait l'argent. C'est toi à quel point tu vas te donner à fond dans cette idée une fois que c'est en place. Parce qu'en vérité, le SMMA, le dropshipping, le trading, le coaching, la formation, tous ces business-là, ça fonctionne. Il y en a pas un qui fonctionne, mieux qu'un autre de façon très rapide. Non, c'est tous ces business-là fonctionnent. Ça dépend uniquement de à quel point tu es aligné avec ce business, à quel point tu y crois et c'est ça le plus important. Tu vois, le trading, quand tu as une grosse expérience, tu peux faire de très beaux revenus. Mais il te faut cette grosse expérience. Donc au début, tu vas avoir tendance à te dire: «Putain, mais ça marche pas, c'est pas le bon business». Si, c'est un bon business, mais il te faut de l'expérience, faut persévérer, faut gérer tes émotions et tout un tas de choses. Pareil pour le dropshipping, pareil pour plein d'autres business en vérité. Donc ça sert à rien de trouver l'idée miracle, il y a pas d'idée miracle. Ouais, parce qu'en fait, les gens, ils pensent que c'est l'idée qui est pas bonne, mais en fait, non, c'est juste l'exécution de l'idée qui n'est pas bonne. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens ont tendance à vouloir trouver, l'idée qui n'a jamais été développée. Ça arrive beaucoup. Les gens qui se disent: «Bah, en fait, si ce concept-là a déjà été fait, je vais pas le faire». Tu vois? Je vais pas lancer, une boutique de parfumerie si, c'est déjà fait. Donc les gens vont avoir tendance à attendre, 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 d'être parfaits en vérité. Ils attendent, ils attendent, ils attendent de trouver l'idée parfaite pour se lancer. Mais déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ton idée, personne ne l'a mis en place, c'est sûrement que déjà il y a des concurrents qui ont essayé pour qui ça n'a pas marché, donc ils ont arrêté. C'est pour ça que tu es le seul, parce que ça n'a pas fonctionné, donc les gens ont arrêté. Et la deuxième chose, c'est que si tu te lances dans une activité qui existe déjà, si tu lances une agence SMMA alors qu'il y en a déjà plein sur le marché, et ben, en fait, c'est sûrement que déjà il y a beaucoup de demandes s'il y a beaucoup d'agences, tu vois? Donc faut réfléchir de cette façon. Donc ça sert à rien de trouver l'idée miracle. En fait, les gens qui trouvent une idée, ça ils comprennent pas les gens, tu vois? Des fois ils pensent, «Ah mais il y a bien à un moment donné quelqu'un qui a inventé l'électricité ou quelqu'un qui a inventé ce concept ou» oui, mais en fait ces gens-là, avant d'inventer ce concept, ils en ont lancé plein d'autres qui n'ont peut-être pas fonctionné, tu vois? Je crois que c'est Nikola Tesla où on disait il a échoué 1000 fois avant d'inventer, justement, je sais pas si tu lu l'électricité ou C'est Tesla Électricité, c'est Thomas Edison après qui l'a commercialisé. ouais, voilà et ou alors ça devait être Edinson où en fait justement il avait fait 1000 échecs avant de réussir. Donc les gens en fait, ils voient uniquement l'idée finale en se disant, «Waouh regarde, Elon Musk il a inventé Tesla, incroyable, il a trouvé l'idée parfaite». Mais non, mais regarde le nombre d'échecs qu'il a eu avant d'arriver à cette idée, tu vois?
Et donc en fait, c'est pareil pour les gens. C'est même pas le fondateur en plus, Musk de Tesla. Enfin, c'est lui, il a repris, mais c'est pas lui. En plus, il a pas trop de compétences lui, tu vois? Il délègue beaucoup, mais en gros, c'est ça, c'est que alors que ce soit lui ou pas, mais en fait, il a testé tellement de choses avant d'arriver à cette idée qui a fonctionné et c'est ce que les gens doivent comprendre, tu vois? Ton idée miracle, en fait, tu vas la trouver en faisant beaucoup de tests. Ton idée miracle, tu vas la trouver en lançant des business et en te disant: «OK, il faut que j'optimise ça, ça, il faut que je change, ça, il faut que j'arrête, ça, il faut que j'améliore» et c'est là où tu vas réussir à bâtir un diamant, tu vois? Bah, puis généralement l'idée miracle, enfin, genre au début tu copies ce que font les autres grosso modo, mais en fait c'est à force de peaufiner, en fait, il y aura juste un élément qui sera différenciant par rapport aux autres et c'est ça qui fera que, ça marchera. C'est pas forcément, parce que oui, l'idée miracle ça n'existe pas, hein, c'est enfin, aujourd'hui, il y a pas quelqu'un qui va créer un truc vraiment novateur, quoi. Non et puis c'est beaucoup de tests. Après oui, t'en as, ils ont démarré quand il y avait personne. Tu vois, par exemple, sur YouTube, les 1 personnes qui ont «percé» entre guillemets sur YouTube en France, c'était à l'époque, des podcasts avec Cyprien, Norman et cetera, tu vois? Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que oui, ils ont eu l'idée au départ, OK. Mais en fait, regarde, aujourd'hui, ils sont encore présents. C'est-à-dire que depuis, 10 ans, bah, ils font des vidéos. Alors que t'en as, en fait, ils vont tester pendant 2 mois, ça va pas marcher, ils vont arrêter. Donc il y a aussi la résilience, la persévérance qui compte. Les youtubeurs préférés des gens, Squeezie, les gens qui ont beaucoup d'abonnés, Inoxtag et tout, en fait, c'est des gens qui déjà investissent beaucoup d'argent, de temps et d'énergie dans chacune de leurs vidéos. Et c'est des gens qui postent des vidéos des fois tous les jours depuis 7-8 ans. Donc imagine la persévérance qu'ils ont pour arriver à ce niveau-là. Donc forcément, le succès qu'ils ont, bah, ils le méritent par rapport au travail qu'ils ont fourni. Donc les gens, bah, ils attendent l'idée miracle. Et si ça marche pas au bout d'une semaine, c'est que c'est pas la bonne idée. Tu vois? Donc ils avancent pas du tout dans la bonne logique. Les gens, en fait, s'attendent à être au niveau d'un Musk en 30 jours. Alors qu'au final, Musk, ça lui a pris des années de galère. En fait, le problème, c'est qu'on voit que la réussite des gens, mais on oublie les 10 ans qu'ils ont passé à... Parfois, ils étaient en burn-out. Enfin, tu vois, ils ont échoué 10 fois, burn-out, vie compliquée. Mais en fait, une fois que ça perce, les gens se disent, bah ok, moi c'est bon, j'ai une idée, en 3 mois, faut que je sois comme lui. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, Mais tu sais que même moi là, en tant qu'entrepreneur, ça fait 5 ans que j'entreprends. Là, on a une société qui est en pleine croissance et tout, donc c'est génial. Mais même moi, j'arrive pas à comprendre. Je me dis: «Mais c'est pas possible». Des fois, je vois des entrepreneurs, ils se sont lancés il y a quelques mois et en fait, ils te vendent l'idée dans les stories. Et moi, je me dis: «Mais est-ce qu'ils mentent ou est-ce que c'est vrai?» Même moi, je me pose la question. Tu vois? Ils te disent que, bah, ils sont tout le temps en voyage, qu'ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres financièrement et je me dis: «Mais moi, quand je vois tout ce que j'investis, que ce soit dans mes équipes, les impôts, ce genre de choses, je me dis: «Mais c'est pas possible qu'ils aient autant de liberté», tu vois? Il y a forcément un mensonge. Tu vois? Donc même les gens qui te disent tu sais, les gens qui te disent, «Ouais, tu peux travailler en voyageant, tu peux travailler au bord de la mer». Tu as déjà vu quelqu'un travailler au bord de la mer, toi? Tu as déjà vu quelqu'un travailler sur son ordinateur, devant la piscine? Non, jamais. non, à part sur les photos sur LinkedIn ou Insta, oui. Photo, voilà, à part ce qu'on te vend, mais personne travaille au bord de la mer, tu vois? Et personne, même les gens qui te disent: «Je suis libre financièrement, je fais ce que je veux de mon argent», c'est faux, tu vois? Moi, quand je vois tout ce que j'ai besoin d'investir pour faire les chiffres qu'on fait, je me dis: «C'est pas possible». Ouais, tu peux pas te permettre de partir un mois à l'autre bout du monde, quoi. C'est Ouais, en fait et même tu as des gens, ils font des stories, ils te disent, «Regarde, là, je suis à Bali, je suis trop bien, je fais ce que je veux». Mais espèce de menteur, tu travailles tous les jours à Bali, tu vois? Tu es obligé de travailler comme un dingue pour vendre l'idée aux gens que c'est simple, donc enfin bref, mais c'est un peu ce qui se passe sur le marché, quoi. ah, mais totalement. Puis, enfin, ouais, je suis assez d'accord avec ça en général et surtout, ouais, les phases d'idéation, enfin, c'est vraiment assez compliqué parce que, comme tu l'as dit, t'es en océan rouge. Donc, rouge, c'est-à-dire qu'il y a plein de concurrents, donc c'est que ça marche. Du coup, les gens vont pas se lancer parce que justement, il y a plein de concurrents. Et quand t'es en océan bleu, t'es tout seul. Et si t'es tout seul, faut s'inquiéter parce que ça veut dire que ça marche pas. Donc, dans tous les cas, tu vois, il y a pas de. Limite, faudra un océan violet, quoi. Genre, Un mix des 2, ouais, c'est ça. mais c'est vrai que la plupart des gens n'en ont pas conscience. Et en plus, vont croire que c'est facile de se lancer. Alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, quoi. Enfin, je sais pas si c'est. Ouais, ou en fait, c'est peut-être qu'ils veulent pas ils veulent pas le comprendre, peut-être. Enfin, je sais pas, mais l'entrepreneuriat, ça peut prendre des années, quoi. En fait, je pense que les gens le savent. Un mec lambda, par exemple, qui tombe sur une formation qui te dit que tu vas gagner, rapidement de l'argent, au fond d'eux, ils le savent, mais ils aimeraient bien que ce qui est marqué sur la formation, ce soit vrai.
Et donc, ils vont quand même se convaincre que, allez, peut-être que c'est possible de faire 10 000 € en 30 jours, tu vois? Donc inconsciemment, en fait, ils savent qu'il y a du boulot derrière, mais en vérité, ils aimeraient bien que ce soit vrai, que ce soit simple et que ce soit rapide, tu vois? Donc ils achètent des formations, émotionnellement. Ouais, voilà, c'est ça, mais en fait, enfin, du coup, la pierre, elle est à jeter sur les formateurs, justement, qui promettent ce genre de résultats. Mais tu sais, c'est comme les spams que tu reçois par mail, tu sais, quand tu as quelqu'un qui te dit: «Bravo, tu as gagné 500 €», je sais pas quoi. Et ben, sur la masse, bah, tu as des gens pour qui ça fonctionnera cette stratégie. Tu sais, les gens qui arnaquent et tout, ça fonctionnera toujours pour eux, parce que tu as des gens qui sont naïfs. Bien évidemment qu'il faudrait être stupide pour se dire: «Bah, tiens, je reçois un mail, j'ai participé à aucun concours, mais je viens de gagner 500 €». Faudrait être stupide pour le croire. Mais en fait, tu as des gens, inconsciemment, ils le savent, mais ils aimeraient tellement que ce soit réel, bah, qu'ils vont quand même essayer. Ils vont se dire: «Bah, peut-être que c'est vrai, on sait jamais», tu vois? Donc c'est la naïveté des gens qui fait que Et puis l'espoir de l'argent rapide, quoi. Et sauf que l'argent rapide, spoiler, ça, enfin, ça n'existe pas, quoi. C'est pas possible. regarde le nombre de personnes qui investissent dans des bots de trading et cetera, parce qu'on leur a vendu l'idée que si tu mettais 1 000 €, tu faisais un fois 2,5 par mois, donc les gens font ça et ils se font avoir parce qu'ils peuvent plus retirer leur argent ou bizarrement, tu vois? Ils peuvent plus retirer leur argent. Ils voient que ça marche, mais ils peuvent pas retirer leur argent. Ouais, mais en même temps, c'est pas de la faute de la personne qui t'a arnaqué, là, c'est clairement de ta faute, tu vois? À un moment donné, il faut se remettre en question. Est-ce que c'est de la faute des formateurs? Bah, potentiellement, tu vois? Ça peut être de leur faute ou des gens qui font du scam dans le trading et tout, c'est de leur faute aussi. Mais je veux dire, tu as aussi ta responsabilité d'avoir cru que c'était aussi simple de faire de l'argent. Bah, en vrai, parce qu'eux, ils vivent de la naïveté des gens. C'est malheureux, quoi. Et puis, enfin, eux aussi, ils participent au mythe, justement, de l'argent rapide et facile. Alors que, ils entretiennent ce mythe qui n'est pas du tout vrai. Enfin, et c'est ça que je trouve assez incroyable. Tu vois, moi, des fois, je discute là, sur Twitter, je vois beaucoup de copywriters qui se lancent en ce moment. Mais genre, je vois que ça quasiment. En fait, j'ai l'impression que le copywriting, là, allez, 2022, 2023, c'est la compétence que tu dois apprendre, tu vois. Ok, oui, ça peut très bien rapporter, mais ce qu'ils oublient, c'est que le copywriting, derrière, tu passes des heures à faire des recherches sur ton persona, euh, tu passes des heures à écrire, etc. En fait, ils oublient tout cet aspect-là, tu vois. Et au final, moi, j'ai discuté avec un mec, il m'a dit, je lui ai dit, bah, ça donne quoi? Il m'a dit, non, du coup, maintenant, j'ai lancé une agence de marketing digital. Et je fais, ouais, enfin, dans le tête, je fais, bah, ouais, en fait, en 2 mois, tu vois, il est passé de bah, l'objet brillant, comme tu dis, copie, c'est trop dur. Bon, bah, je vais faire du Facebook Ads. Et puis, si ça marche pas, eh ben, on va faire autre chose, tu vois. Ouais, mais c'est en fait, c'est plein de compétences qui vont ensemble. Le copywriting, ça fait pas toute la différence. Là, pareil, hier, j'ai reçu un message de prospection, une personne qui m'a dit: «Salut, je suis copywriter, j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Si tu veux, je vais t'envoyer une vidéo pour te montrer comment on peut t'aider à doubler ton chiffre d'affaires». Mais en fait, nous, on fait déjà pas mal de chiffre d'affaires et quand on a 13 personnes dans notre équipe pour, supporter cette croissance, ne me fais pas croire que juste en apportant du copywriting, on va doubler, tu vois? Je veux dire, alors effectivement, si on a de nouveaux prestataires dans l'équipe qui bossent la partie copywriting, ça va permettre de peut-être augmenter certains taux de conversion, faire plus de ventes. Mais ne me dis pas que avec ton aide, en changeant des textes, je vais faire 2 fois mon chiffre d'affaires, tu vois? Donc les gens sont dans une illusion en pensant que le closing, c'est le truc qui va te permettre de transformer ta vie. Le copywriting, pareil. Non, c'est tout un ensemble de compétences dont tu as besoin. C'est pas que le closing va transformer ta vie. C'est que le closing, c'est indispensable dans chaque activité que tu vas lancer. Tu as besoin de la partie commerciale. Et c'est logique, c'est juste qu'on a transformé le mot commercial en closing pour donner un peu plus envie, pour dire que c'est du digital et tout. Mais c'est pareil, c'est du commerce. Et tu as besoin du pôle commercial, peu importe l'entreprise que tu lances, que ce soit une boutique, du coaching, tu as besoin du pôle commercial. C'est pas le truc qui va transformer ta vie. C'est logique d'avoir besoin du pôle commercial, tu vois. Ouais, bah, c'est pour ça que toi, du coup, tu t'es axé sur les 4 piliers, en fait, Bah oui, bah oui. les 4 piliers essentiels à tout business, et ce, peu importe, même si toi, du coup, t'es plus axé sur les coachs et les prestataires. Ouais, nous on fait pas que du closing parce qu'on sait que même si tu super fort en closing, si t'as personne qui te connaît, ça va servir à rien. Et à l'inverse, pareil, si on t'aide à te développer sur Instagram et que personne n'a envie d'acheter, que tu sais pas comment vendre, ça va rien changer à toi. Tu auras juste des abonnés, tu vois. Donc c'est un ensemble de choses. C'est pas le closing va transformer ta vie ou être influenceur va changer ta vie. C'est un ensemble de choses à mettre en place. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est plusieurs petites briques, en fait, qui vont te permettre de construire un gros mur, quoi. Et chaque brique, bah, a plus ou moins d'importance. Évidemment que ton copywriting, bah, si t'as pas d'argent au début, c'est pas là où faut investir le plus, tu vois.
C'est plutôt dans ton offre et avoir des premiers clients, donc plus sur l'acquisition. Mais, mais ouais, c'est assez clair. Petite pause comme ça entre 2 questions. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, ça nous soutient et surtout ça mange pas de pain, c'est gratuit. N'hésite pas à aller voir en description l'application Midco qui te permet de découvrir des entrepreneurs autour de toi. Sur ce, on reprend avec l'interview. Et du coup, donc là tu l'as dit là il y a quelque temps, en gros tu accompagnes les personnes sur 4 mois. Comment se passe, enfin, comment se passent ces coachings? Quel genre de est-ce qu'en gros tu leur donnes des outils clés en main? Est-ce que tu leur fais des démonstrations? Comment tu t'y prends? Enfin, est-ce que c'est plutôt des conseils hebdomadaires? Enfin, comment tu t'y prends avec eux? C'est un ensemble de choses, hein. C'est pas, en fait, quand tu arrives dans l'accompagnement, on te donne pas juste une formation et tu te débrouilles. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on a développé ce programme, donc forcément, on a amélioré des choses entre-temps et quand tu rentres dans notre programme, moi, je suis pas le seul prestataire de mon côté, qui te vend le programme, tu vois? On est plusieurs dans l'équipe. On doit avoir 3 ou 4 coachs dans l'équipe, plus nous 3 en tant qu'associés. Donc en fait, quand tu rentres, tu as un vrai univers, c'est un vrai écosystème. Donc quand tu rentres dans l'accompagnement, nous, on a tout le programme qui est établi, c'est-à-dire les étapes que tu dois mettre en place. On n'a pas envie que tu arrives et que tu aies plein de choses à suivre. Tu sais, quand tu achètes une formation, c'est bien, mais en fait, des fois, tu as genre 47 vidéos différentes. Et en vérité, c'est ce que je dis aux gens, c'est que plus tu apprends, plus tu es perdu. Quand tu as de la surinformation, bah, plus tu apprends, plus tu es perdu. Donc nous, non, c'est un truc step by step. On a des checklists, on a des trucs bien précis. Quand les gens y rentrent, ils savent exactement en fonction de leur niveau, de leur chiffre d'affaires, par exemple de leur nombre d'abonnés sur Instagram, de leur taux d'engagement, de leur taux de conversion en closing. Bref, on a toutes ces statistiques-là, tu vois. En fonction de là où ils en sont, ils savent exactement quoi faire. C'est-à-dire que par exemple sur la partie communication, la partie personal branding, en fonction de leur nombre d'abonnés, de leur évolution, on leur donne les actions à faire. Sur la partie acquisition, donc marketing, pareil, en fonction de leur nombre d'inscrits sur, par exemple, un webinaire ou autre, on va leur dire exactement quoi faire. Et sur la vente, en fonction de leur nombre d'appels de vente et de leur taux de conversion, on va leur dire exactement quoi faire. Donc en fait, un coach qui arrive chez nous, il sait exactement quoi faire. Et en gros, on a tout pour les faire passer de 0 à 30 000 euros par mois, en fonction de leur évolution. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire 30 000 euros par mois, mais en fonction de tous les élèves qu'on a eus et des résultats qu'on a apportés, parce qu'on a aussi des programmes, des personnes sur un autre programme qui font plus de 30 000 euros par mois. Mais aujourd'hui, on sait exactement comment un coach, s'il met en place ce qu'on fait, comment il peut passer de 0 à 30 000. Donc en fait, en fonction de leur évolution, ils savent exactement quoi faire. Après, t'en as qui ont pas forcément envie de faire 30 000, tu vois. T'en as, ils sont très bien avec 2 000, d'autres avec 5 000, d'autres avec 10 000. Mais en tout cas, en fonction de leur niveau, ils savent quoi faire. Tu vois, c'est comme quand tu rejoins une école, en fonction de ton niveau, bah, faut que tu ailles en sixième, cinquième, quatrième ou troisième. Nous, c'est la même chose. En fonction de ton niveau de chiffre d'affaires, parce qu'on parle avec des gens qui font du business, et ben voilà ce qu'il faut faire. Et tu as des coachings de groupe, de la partie formation, tu as des coachings individuels avec nos coachs, tu as tout pour aller chercher des résultats. Ouais, donc ouais, c'est un accompagnement en fait, c'est genre je suppose qu'il y a des il va voilà, vous s'ils ont des questions, ils peuvent les partager directement au coach, il y a des sessions de live ou des trucs comme ça aussi. Ouais, ouais, toutes les semaines, je crois qu'on a entre 3 et 5 coachings de groupe qui sont organisés par semaine avec, les différents coachs. On a des coachings marketing, des coachings spécialement faits pour la partie closing, pour s'entraîner, faire des simulations d'appels de vente. En fait, on a sur tous les piliers, on a des coachings de groupe, donc les gens ont un suivi complet, en fait. Et quand ils rentrent, encore une fois, je suis pas le seul prestataire, je suis pas un coach, en auto-entreprise en France, qui a 2 3 clients par mois, tu vois? On est plusieurs, on a plusieurs coachs, donc les gens ont tout ce qu'il faut pour progresser. OK. Et du coup, quels sont les, là, je pense, à des conseils, vu que toi, comme c'est coaching, il y a beaucoup de conseils. Est-ce que toi, tu entends souvent un conseil qui, toi, te paraît assez faux ou mauvais comme conseil? Hem Bah, je pense que c'est à peu près ce qu'on a partagé, aujourd'hui, hein. C'est de penser que tout le monde peut atteindre une certaine promesse, alors que c'est totalement faux. C'est pour ça que nous, on fait le tri et qu'on prend, des personnes déjà en développement. Tu peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat et faire 10 000 euros. Parce qu'en fait, même si on parle pas de stratégie, juste en termes de niveau de conscience, tu auras pas la même conscience qu'un mec qui fait déjà 10 000 euros. Tu vas pas agir de la même façon. Un mec qui a l'habitude qui fait 10 000 euros par mois depuis 2 ans, je peux te dire que pour lui, c'est facile de faire 10 000 euros, parce qu'il sait comment faire. Une personne qui fait encore zéro, pour elle, ça va être une montagne pour elle de faire 10 000 euros. Une montagne d'ailleurs, comme, tu sais, je sais pas si tu as vu, il y a Inoxtag qui veut faire le mont Everest. Bah, c'est le même principe. C'est que en fait, c'est pas impossible de faire le mont Everest, mais il faut avoir l'habitude. Il faut avoir une grosse expérience pour l'atteindre. Ouais, et puis il faut travailler tous les jours.
pour le faire. Et donc nous, c'est pareil, c'est qu'on sait très bien que oui, nos conseils, ça peut permettre à un coach, par exemple, de faire 30 000 € par mois, mais toi, si tu fais zéro, tu vas pas commencer par 30 000 € par mois, tu vois? On va y aller step by step, mais tu ne pourras pas faire 30 000. Donc, je pense que le conseil qui est mauvais dans l'entrepreneuriat, un conseil très connu, c'est de dire, hem: «Avec ma formation, tu vas faire tant». Tu ne peux pas te faire de promesses sur du coaching. Déjà, il faut arrêter avec ça. Tu ne peux pas te faire de garantie de résultats sur du coaching. Si tu travailles en tant que prestataire, nous, par exemple, on fait aussi à côté du consulting. Donc, on travaille en tant que prestataire pour des entrepreneurs qui sont avancés, pour travailler sur un point en particulier et on va le faire pour eux. Donc, tu vois, par exemple, on a une offre sur laquelle on fait des tournages vidéo, on fait du contenu pour nos clients, et cetera. Donc là, si nous, on fait de la prestation, nous, on peut faire une promesse de résultat. Parce que nous, on sait ce que ça apporte comme résultat, on l'a déjà fait, donc on peut te dire, bah écoute, on va te faire des tournages vidéo et on te promet d'avoir tel type de résultat. Mais quand tu fais du coaching, tu peux pas promettre du résultat. En tant que coach, tu peux avoir une garantie de moyens. Tu peux dire, écoute, je vais tout mettre en place pour t'apporter des résultats. Comme un prof, je crois que les profs ont des obligations de moyens pour justement garder un bon taux de réussite au bac, etc. Ils font tout pour former de la bonne façon les élèves. Mais par contre, on ne peut pas garantir à quelqu'un un diplôme, c'est impossible. Et pareil pour nous, on ne peut pas te garantir que tu vas faire 10 000 € en 30 jours ou 60 000 ou j'en sais rien. Oui, vu que ça dépend du travail de la personne. Ouais, ça dépend de toi, ça dépend de ton niveau d'engagement. Nous, on peut pas le faire à ta place, donc on ne te fera pas de promesses d'argent. C'est un peu ça le conseil faux, je trouve, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est de faire des promesses d'argent, tu peux en faire, mais tu peux pas faire des promesses d'argent à des gens qui débutent, tu vois? Donc le conseil faux, ça serait de penser que, ta formation, ton programme et cetera, il peut aider tout le monde. C'est faux. Ouais, c'est ce qu'on disait un peu depuis le début de ces vendeurs de rêves. Et du coup, là, on a un peu écrémé, on va dire, toutes les parties de ton activité. Euh, Toi, au niveau un peu plus partie personnelle, quels seraient tes objectifs à court terme, long terme, moyen terme, justement, sur ton entreprise? Heu, on a des objectifs court terme, on a des objectifs court terme, généralement des objectifs qu'on se donne tous les mois avec notre équipe. Donc on a un prévisionnel plus, ce qu'on fait, c'est que toutes les semaines, on a une réunion d'équipe sur lequel, ben, on réfléchit à où est-ce qu'on en est, en fait, par rapport à l'objectif du mois, on avance là-dessus. Donc on se fait des objectifs tous les mois en termes de chiffre d'affaires, comment dire? De visibilité, de nombre d'inscrits, de bref, plein de choses, en fait. Toutes les KPI, donc les outils enfin, les statistiques importantes dans notre domaine. Donc on a des objectifs court terme comme ça. Après, à moyen terme, là, ça serait d'aller chercher les 100 000 € d'encaissement par mois d'ici la fin de l'année, mais je pense qu'on le fera avant. Parce que là, on a réussi à stabiliser autour des 50 000. Ce mois-ci, on va faire plus. Donc, on a réussi à stabiliser, on sait qu'on peut aller chercher plus. Mais nous, si tu veux, c'est que le challenge qu'on a, c'est que pour aller chercher plus de croissance, en vérité, on pourrait le faire maintenant. C'est-à-dire que là, si par exemple, on passe de, par exemple, 10 000 € de budget pub à 20 000, bah, théoriquement, on double notre chiffre d'affaires, tu vois? Donc en soi, on pourrait le faire et on a la trésor pour le faire. Mais derrière, on n'a pas la délivrabilité nécessaire pour le on peut pas accueillir autant de prospects, tu vois? Parce que là, si par exemple, on passe de 10 000 à 20 000 € de budget pub, ça fait que tous les mois, au lieu d'avoir à peu près 150 appels de vente, ça veut dire qu'on en aurait 450. Autant te dire que quand tu fais des appels qui durent 1 heure, faire 450 fois 1 heure, ça demande d'avoir une certaine équipe en interne, tu vois? D'avoir pas mal de personnes sur la partie commerciale. Donc en fait, nous, on sait comment faire 100 000 € par mois, mais là, ce sur quoi on se focus, c'est l'équipe, d'agrandir l'équipe et d'avoir les ressources nécessaires parce que vu qu'on fait du coaching, bah, il y a aussi du coaching individuel. Donc d'avoir des coachs qui sont bien formés, qui puissent gérer la partie individuelle et cetera. Donc c'est que pour l'instant, on peut pas du jour au lendemain faire, passer de 10 000 à 20 000 € de budget pub. On sait comment faire 100 000 € d'encaissement par mois. Maintenant, bah, c'est le temps que ça se mette en place. C'est pour ça qu'on s'est dit jusqu'à fin 2023. Ça, c'est notre objectif. Et après, l'objectif long terme, c'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires. Ça serait plus en termes d'influence et d'impact. Donc, c'est d'aller faire des conférences. Là, dans pas longtemps, bon, du coup, on l'a pas encore dit à notre communauté, mais je le dis ici. Mais tu vois, en avril, on va faire une conférence de 100 personnes en présentiel. On va commencer par ça. Et notre objectif, là, sur le long terme, ça serait de faire de plus en plus de conférences, de faire des grosses conférences, d'inspirer beaucoup de gens, de se développer un maximum sur les réseaux pour toucher beaucoup plus de personnes et les inspirer, tu vois. C'est un peu ma mission aussi, outre le chiffre d'affaires. C'est que moi, vu que je me suis lancé en étant inspiré par la réussite des autres, bah, j'ai envie d'inspirer les gens à se lancer, à développer
leur propre projet. Donc ça, c'est un objectif un peu plus long terme. J'ai pas envie de donner de chiffres. J'ai pas envie de me dire, d'ici 2025, je vais avoir, 135 000 abonnés sur Instagram. J'en sais rien, tu vois? Juste ma vision, ce que j'ai envie de faire, c'est, faire des conférences, avoir de l'impact, avoir de la visibilité. Ouais, pouvoir, changer la vie des autres. Ouais, ceux qui ont envie de le faire, quoi, mais en tout cas de les inspirer à le faire. Comme, un peu comme un David Laroche, par exemple. Ouais, alors sans je sais pas si ça serait un peu la même chose dans le sens où David Laroche, il est beaucoup focalisé sur, le développement personnel, spirituel. Moi, je suis plus quelqu'un de rationnel, à l'inverse, tu vois? Mais dans l'idée, c'est ça, tu vois? C'est d'inspirer des gens à se D'être, reconnu comme une figure qui inspire des entrepreneurs. c'est ça. Et à côté de ça, moi, c'est déjà en cours, mais mon idée là, sur le long terme, c'est de développer mes sources de revenus. Ça, c'est aussi une idée reçue d'ailleurs, si je peux revenir là-dessus, c'est que les gens te disent que pour, être libre financièrement, il faut que tu diversifies tes sources de revenus. Il y a pas plus faux que ce conseil-là. C'est la pire des choses que les gens peuvent faire, de se lancer et vouloir diversifier leurs sources de revenus. La meilleure des choses à faire, c'est te lancer sur un projet que tu vas concrétiser, que tu vas lancer à fond, pour avoir une stabilité dans ce projet, solidifier un maximum le projet, avoir des revenus récurrents avec ce projet et une fois que ça fonctionne très bien et que tu peux l'automatiser, là, tu te lances sur d'autres sources. Mais si tu te lances dans plein de sources de revenus différentes, tu n'auras jamais de stabilité. Donc moi, mon but, c'est que maintenant que j'ai de la stabilité, qu'on a un projet qui fonctionne très bien, qu'on a une équipe, que je passe beaucoup moins de temps qu'avant sur mon business, je vais pouvoir me consacrer à d'autres business. Donc soit rentrer au capital de sociétés qui m'intéressent, soit lancer moi un nouveau projet. Je sais pas encore. Je travaille là-dessus, tu vois. J'essaie de voir un peu ce que je peux lancer, mais ça serait lancer d'autres projets pour pas faire tout le temps la même chose. Mais c'est important ce que tu dis parce que c'est le fait d'être focus. Je crois que c'est quoi? Il y a une anecdote comme ça qu'on m'a raconté. T'as Steve Jobs et Bill Gates qui étaient, on leur demandait pourquoi selon vous avez-vous réussi? Ils ont tous les deux répondu sans se concerter, le focus. Et ça c'est un truc qui revient souvent mais que peu de gens comprennent, j'ai l'impression. Moi on me demande souvent quand je dis bah voilà je suis avec Mitko, on est sur ça actuellement, et ils me disent, mais est-ce que tu as d'autres projets à côté? Alors je fais, mais les gars, enfin, c'est focus sur ça, tu vois, j'ai pas le temps de faire d'autres choses. Je pourrais avoir d'autres projets, une fois que le truc, comme tu l'as dit, c'est automatisé, c'est carré, on a une équipe, etc. Là, c'est pas du tout le cas, donc c'est pas le moment de divaguer à droite, à gauche. Et il y en a plein qui ont ça, quoi. Il y en a plein qui me disent, ouais, moi j'ai plusieurs projets et tout. C'est très bien, enfin, vous êtes multipreneur ou autre, c'est très bien. Après, enfin, ouais, c'est le focus, quoi. Quand tu es focus vraiment sur un truc, tu mets toutes les chances de ton côté. Ouais, totalement, hein, tu raison là-dessus. Le focus, c'est ultra important dans n'importe quelle thématique, en fait. Mettre du focus pour aller chercher des résultats intéressants et le problème, c'est que les gens n'ont pas de focus parce qu'en fait, ils mettent leur focus sur l'argent qu'ils vont générer avec ce business Alors, en fait, ils préfèrent l'argent à court terme qu'au long terme. et vu qu'ils pensent à l'argent, bah, ce qui se passe, c'est que quand ils voient que sur les premiers mois, ça marche pas, bah, vu que leur pourquoi il est basé sur l'argent, naturellement, ils vont changer. Alors que si ton pourquoi il est basé sur la mission de ce projet-là, c'est beaucoup plus puissant. Tu vois, Jeff Bezos, à aucun moment, il était focus. Enfin, Jeff Bezos, ou même si je prends l'exemple de Steve Jobs, qui a travaillé, tu vois, dans son garage avec son histoire, à aucun moment il était focus sur OK, là, il faut que je fasse 10 000 € par mois, tu vois. Le mec, ça marchait pas au départ. En fait, sa mission, elle était au-delà de gagner de l'argent. C'était que chaque personne puisse avoir un ordinateur dans le monde. Tu vois, sa mission, elle était énorme. Et donc, c'est ça qui fait qu'il a rien lâché parce que sa mission était tellement forte que même si ça marche pas au départ, c'est pas grave. Donc il faut rediriger un peu sa mission et pas se concentrer uniquement sur l'argent à court terme pour garder ce focus-là. Et c'est important, mais du coup, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, le syndrome de l'objet brillant, les gens passaient de droite à gauche. Et en fait, peu importe dans le domaine dans lequel ils se lancent, s'ils n'ont pas vraiment de pourquoi, si, enfin voilà, s'ils font ça que pour l'argent, et moi j'en parle souvent, si tu fais ça pour l'argent, ça marchera pas. Peu importe le domaine, ça ne marchera pas. Ou alors ça marchera qu'à très court terme, mais au bout d'un moment, enfin, tu vas pas pouvoir exercer une activité ou même un métier toute ta vie juste pour l'argent. C'est juste humainement, c'est pas possible quoi. C'est possible de tenir, mais la plupart des gens qui se concentrent uniquement sur l'argent, ils finissent généralement par développer des projets qui sont pas éthiques.
Tu vois? Parce que vu qu'ils sont focus sur l'argent, leur réaction, leurs objectifs, ça va être, OK, comment faire plus d'argent, plus vite, plus rapidement et donc en fait, bah, ils créent des projets un peu, scam, tu vois? Ouais. Ouais, enfin, voilà, c'est si t'as une vision, c'est un peu aussi comme les sportifs, tu vois? On parlait de focus, un sportif, tu vois, le mec, il va pas dire: «OK, moi je vais faire du tennis, du badminton, du foot, du squash». Tu vois? Il se focus vraiment sur une discipline et il y va. Ça d'ailleurs, c'est inspirant, tu vois? Quand tu vois les footballeurs aujourd'hui, ou même dans d'autres, domaines, tu te dis, tous les jours, ils font ça depuis des années, des années, des années, des années. Donc ils méritent ce qu'ils ont, tu vois? Quand tu vois qu'ils sont autant focus, voilà, hein. Hein, ils sont focus, ils font ça par passion, ils font ça parce qu'ils aiment ça, ils sont focus parce que c'est vrai que nous on voit les footballeurs, on les voit éclore du jour au lendemain. Faut pas oublier que derrière il y a des années de travail acharné quoi. Ouais, la passion, tu dans le football, par rapport au temps qu'il passe, le nombre de matchs, le nombre d'entraînements et le fait qu'il fasse ça pendant des dizaines et dizaines d'années, si tu as pas de passion, c'est impossible de tenir. Moi, je sais que ça m'est arrivé parce que j'ai fait 8 ans de boxe anglaise avec des compétitions et tout, donc vraiment un truc hard et à la fin, je commençais à perdre, le goût, en fait, à ce sport-là, tu vois? Je commençais à perdre passion petit à petit. Donc à la fin, bah, j'ai eu le courage de me dire, «Faut que j'arrête parce que ça va plus», tu vois? Mais j'aurais jamais pu tenir par rapport au nombre d'entraînements, les compétitions qui sont hyper stressantes et cetera. Le fait de devoir faire attention à ton poids, pendant, chaque année pour appartenir à une catégorie, pour faire tes combats de boxe. Si tu as pas la passion, c'est impossible ou alors si tu peux continuer, mais tu vas finir en burn-out et justement, c'est comme ça que les gens font des burn-out, tu vois? Parce que quand tu commences à perdre, si tu as plus de sens, c'est fini. Ouais, il y a plus de sens, puis il y a aussi le fait de trop travailler, de se laisser déborder aussi par le boulot. Parce que, il y en a aussi beaucoup qui, bah, notamment sur Twitter, où ils disent ouais, boss, 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 travail, machin, tu te reposeras quand tu seras dans ton cercueil et tout. Alors oui, c'est bien, enfin voilà, c'est pour dire qu'il faut bosser. Mais je suis pas certain que bosser 7 jours sur 7, enfin 8 heures, 9 heures par jour, tous les jours, ce soit le meilleur moyen de faire. Après, c'est chacun son truc, mais prendre aussi un peu de temps pour soi. C'est surtout qu'en plus, ceux qui disent ça, c'est souvent ceux qui foutent rien, tu vois? Ceux qui te mettent des citations sur Instagram pour te dire, «Bosse, crois en toi, travaille tard la nuit et tout», c'est des gens qui foutent rien donc parce que si vraiment eux, ils avaient des résultats, ils auraient pas de page de motivation déjà, tu vois? Ils feraient d'autres choses donc Ouais, mais c'est ça, ou alors en fait, enfin voilà, tu peux bosser, mais parce que du coup, il y en a derrière, ils vont limite culpabiliser de partir en week-end, tu vois. Genre, il y en a, enfin, il y en a, tu vois, j'en vois sur Twitter, ah hier, j'ai pas tweeté, machin, tout ça, je me sens mal et tout. C'est mes gars, ça va, tes tweets, pire, voilà, quoi. On s'en fout, quoi. Enfin, clairement, on s'en branle que t'aies pas tweeté. Mais ouais, c'est le problème aussi je pense, de cette. Là, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la vague du moment de dire faut bosser, 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 et après tu te reposeras. Alors oui, il faut bosser, mais il y a une certaine limite, quoi. Parce que derrière, si tu finis en burn-out, c'est pas rendre service à toi, c'est pas rendre service à ton entreprise que de te retrouver couché sur ton lit pendant 6 mois, quoi. après voilà, faut travailler en fait, faut agir de façon intelligente dans le sens où quand tu démarres une activité, oui, souvent tu auras quand même tendance à devoir, bosser dur. Mais quand tu arrives à un certain niveau, c'est pas forcément parce que tu travailles plus que tu vas faire la différence et moi, vu que j'étais beaucoup comme ça, bah, forcément, moi aussi, je culpabilisais de pas travailler et cetera, tu vois? Je l'ai encore, hein, ce sentiment, malgré moi, mais j'essaye de me détacher petit à petit et aujourd'hui, j'ai moins besoin de travailler qu'avant. On fait plus de chiffre d'affaires, mais en fait, vu qu'on a une équipe et tout, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas forcément besoin de travailler. Il faut se détacher petit à petit parce que c'est pas en travaillant beaucoup que tu vas avoir des résultats à un certain niveau, tu vois? Dans le sens où, moi, j'ai beaucoup plus intérêt à former mes équipes, à avoir une bonne équipe solide, plutôt qu'à passer mon temps à le faire moi-même. Je perdrais du temps et de l'argent si je ferais tout moi-même. Donc j'ai pas besoin de travailler plus, j'ai besoin de travailler de façon plus intelligente avec mes équipes, tu vois? C'est ça, et c'est ce que la plupart des gens oublient, c'est que des fois, en 5 heures, si tu travailles bien et que tu t'organises bien, en 5 heures, tu peux travailler plus efficacement qu'en 10 heures, parce que des fois, tu vas vouloir tout faire en même temps et tu vas toi-même te déborder, quoi. Alors, Ah totalement. et c'est ça, la plupart des gens n'ont pas conscience. Après, évidemment, surtout quand tu es au début de ton activité, évidemment, il va falloir bosser un peu plus. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir un peu lâcher prise, parce que personne ne peut tenir ça sur le long terme. C'est juste, humainement, c'est pas possible.
Ouais, c'est sûr, bah, c'est en fait, tu vas pas créer un business pour être encore plus, dépendant de ton business que quand tu étais salarié, tu vois? En plus, généralement, c'est un peu ça le comble, les gens quittent le salariat pour être plus libres dans l'entrepreneuriat, mais ils sont jamais libres parce qu'ils travaillent tout le temps, tu vois? Ouais, c'est ça. Bah après, à un moment, j'avais fait un tweet justement sur la définition de la liberté. Mais au final, il y a autant de liberté qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc en fait, chacun va avoir sa propre définition. Il y a des freelances qui vont bosser le matin, ils vont profiter l'après-midi, ils vont gagner 2000 € net par mois. Ils vont être très bien comme ça va très bien leur convenir. Il y en a d'autres qui vont vouloir charbonner pendant, je sais pas, 2 3 ans, et après ils vont lever le pied tranquillement. Donc chacun a sa définition de la liberté, et c'est vrai que c'est là où c'est le comble, c'est que du coup il y en a qui quittent la rat race, comme ils l'appellent, mais au final ils vont bosser plus que quand ils étaient salariés. Ouais, la liberté, c'est un gros truc ça. Moi aussi, ma définition au départ de la liberté financière, c'était de faire, 2 000 € par mois pour quitter mes études et vivre de mon activité. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être moins libre qu'avant. On fait beaucoup plus de revenus, mais moi, ma définition de la liberté, elle a totalement changé et là, je me sens pas du tout libre financièrement, tu vois? Je me sens pas du tout libre financièrement. Je me sentirais libre financièrement quand je sais que mon business est 100 automatisé, que ça ne dépend plus de moi, que si je pars une semaine ou 2 semaines ou 3 ou 4 semaines en vacances, que je n'ai pas besoin d'être là pour soutenir l'équipe et cetera. Là, je me sentirais libre financièrement. Parce que si aujourd'hui je continue à faire ça, si je continue à former mes équipes, faire des appels, d'être présent sur les réseaux et cetera, bah, ouais, ça me plaît, mais derrière, il y a aussi le fait que, bah, ça va me rapporter de l'argent. Donc je suis pas libre financièrement, tu vois? Ouais. Ouais, c'est pour ça que chacun a sa définition de ce qu'est être libre. Et c'est après, enfin, tant que tu agis pour justement, dans cette vision-là que tu as, après voilà, c'est ok. Et chacun fait comme bon lui semble. C'est ça, ouais, totalement. Du coup, là, donc, petite question. Ta plus grande réussite en tant qu'entrepreneur, que ce soit avec un client, que ce soit avec un membre de ton équipe ou toi, enfin, ça serait quoi? Alors ma grande réussite, hem, alors si je devrais définir, on va dire une réussite, je pense ça a été de construire une équipe avec des gens, bah, qui nous font confiance, c'est fort, tu vois? Parce que on est 13 je crois dans l'équipe. On est 12 ou 13 plus nous 3 en tant qu'associés. Je me dis: «Putain, ça veut dire qu'en gros, indirectement, il y a pas que grâce à moi, mais il y a une partie, en fait, grâce à moi où je nourris tous les mois 13 personnes», tu vois? Et ça, c'est quand même une grande réussite parce que je me dis que j'ai un impact sur quand même pas mal de personnes et c'est surtout que j'ai commencé, sur mon ordinateur tout seul, chez moi, tu vois? Tout seul, personne ne me connaissait. Et là, je me dis maintenant, il y a 13 personnes qui au quotidien, travaillent avec nous, que ce soit pour la gestion des clients, partie commerciale, la création de contenu, ce genre de choses et ça, c'est une forte réussite. Après, je sais pas si c'est une grande réussite parce que j'ai l'impression que quand je dis: «Ma grande réussite, ça a été ça», c'est comme si je pouvais pas faire d'autres réussites. Donc je dirais c'est une réussite, je suis sûr qu'il va en avoir plein d'autres, tu vois? Ouais, en fait, ta réussite, c'est ton quotidien d'entrepreneur. Ouais, 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 c'est ça. En fait, il se passe tellement de choses, je pourrais parler de tellement de choses en termes de réussite, mais c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, ça va assez vite et ça va assez vite quand tu t'y investis. Attention, parce que moi, j'ai des gens, que je connais depuis 5 ans, ils sont au même niveau, tu vois? Et ils sont entrepreneurs, mais ils sont au même niveau. Moi, j'ai pas mal évolué, hein, je le sais, genre, c'est pas pour, en toute humilité, je vois que quand même, j'ai pas mal évolué depuis le départ. Mais pourquoi? Parce que, j'ai beaucoup investi en moi. Déjà en termes d'argent, le nombre d'accompagnements que j'ai pris. Moi, j'avais calculé l'autre fois et quand j'étais auto-entrepreneur en France, sur mes 3 ans en tant qu'auto-entrepreneur, si je calcule, j'ai perdu de l'argent sur l'auto-entreprise. Parce que tu sais, quand tu fais 10 000 €, imagine tu fais un mois à 10 000. Si ces 10 000 €, tu les prends pour investir dans un accompagnement qui coûte 10 000 €, bah, tu payes quand même, des impôts sur 10 000 €, hein, en auto-entreprise. Donc en vérité, si tu investis beaucoup en toi et en plus tu as les impôts, tu peux perdre de l'argent. Donc j'ai remarqué que sur les 3 ans en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai perdu de l'argent. Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'était bien? Non, c'était bien parce que ça m'a permis de développer des compétences de dingue et en fait, si j'avais pas investi cet argent, déjà sûrement on serait pas en appel aujourd'hui, ça se trouve on se serait jamais connus et j'aurais pas une équipe de 13 personnes avec moi, tu vois? Ça se trouve que là, ça se trouve que si j'avais pas investi d'argent, je serais toujours étudiant, tu vois? Ouais, ouais, faut avoir ce déclic-là. Après, faut aussi avoir la mentalité pour
investir en soi, parce que tout le monde n'a pas forcément. Bien sûr, parce qu'il y en a plein qui pensent que, bah, c'est bon, ils ont plus besoin d'apprendre, tu vois? Ils peuvent le faire tout seuls. En fait, ils comprennent pas, c'est que pour moi, investir en soi, oui, tu peux le faire tout seul. Tu vois, par exemple, tu veux créer une nouvelle boutique en ligne. Effectivement, tu peux te lancer tout seul, tu as des tutos sur YouTube, tu peux essayer un peu tout seul, lancer tes produits, lancer de la pub, mais combien ça va te prendre de temps de le faire tout seul? Alors que si tu prends quelqu'un qui va t'accompagner sur toutes les étapes de la création de ta boutique, peut-être que tu vas avoir des résultats en 2 mois. Donc les gens, en fait, ils comprennent pas. C'est que oui, tu vas peut-être rentabiliser le prix d'un accompagnement. Super, j'ai économisé 2 000 euros, moi je le fais tout seul, j'ai pas besoin de me faire accompagner, ça me permet de garder mes 2 000 euros. Ok, tu gardes tes 2 000 euros. Mais par rapport au temps que ça va te prendre de réussir à avoir des résultats tout seul, en vérité, combien d'argent ça va te coûter d'essayer de le faire tout seul? Et c'est un calcul à faire et les gens ne le remarquent pas parce qu'ils ont l'impression d'économiser de l'argent en ne prenant pas d'accompagnement. Mais en vérité, combien d'argent tu perds en attendant d'avoir des résultats, en repoussant tes objectifs? C'est ça. Et puis c'est surtout, investir en soi. Si tu investis pas en soi, d'une manière, c'est dire que tu crois pas vraiment en toi. Aussi, c'est une bonne réflexion. Si tu investis pas en toi, peut-être tu as des croyances, tu as des peurs sur le fait que ça va pas marcher, donc tu te fais pas confiance. Indirectement, peut-être que tu crois pas en ta capacité à réussir. Ouais, D'où, il y a aussi le fait de trouver aussi la bonne personne pour être accompagné aussi. ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est aussi, autre chose. Hem et quel est du coup là, un peu une note un peu plus négative, ton plus gros échec, mais et aussi la leçon que tu as tirée de cet échec, qui t'a fait grandir? Échecs, moi j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu plusieurs. Là, j'en ai eu un par exemple, je sais pas si c'est qualifié d'échec, mais j'en ai eu un. C'est que j'étais en Estonie. J'avais mon appartement et ma société en Estonie en 2021 et jusqu'à mi-2022. Je m'étais expatrié en Estonie. Et pour moi, ça a été un grand échec quand je suis revenu en France. Il s'est passé plein de choses d'imprévues et en vérité, j'aurais dû rester en Estonie le temps que ça se fasse. En fait, entre mon départ de l'Estonie et mon retour en France, je m'étais dit: «Bon, bah, tu vois, je vais créer ma société en France», parce qu'en fait, pour faire très simple, je m'étais expatrié en Estonie, mais mes 2 associés étaient en France, donc c'était un peu chiant, moi, je prenais une partie en Estonie, eux en France, mais c'était pas carré à 100 parce que si tu veux vraiment avoir une société avec un bon bilan en fin d'année, en France, tu vois, vaut mieux qu'on soit tous les 3 en France, comme ça, c'est bon. Parce qu'en vérité, si tu parce que nous, c'est important pour nous aussi d'avoir une valorisation. Tu sais, quand tu fais par exemple 200 000 euros de chiffre d'affaires avec ta boîte, bon, bah, dans le bilan, c'est écrit que tu fais 200 000 euros, tu as fait 200 000 euros sur l'année, par exemple 2022. Le problème, c'est que si moi je prends 33% des parts en Estonie, ça veut dire qu'en fait, bah, ça sera pas 200 000 euros dans le bilan, tu vois. Il y aura moins. Donc pour ça, tu vois, j'ai décidé de revenir en France. En fait, j'ai fait une grosse erreur parce qu'en Estonie, les démarches administratives sont beaucoup plus simples qu'en France. Et en fait, quand je suis revenu en France, j'ai voulu créer ma société. Je me suis dit, vas-y, au pire, je prends un mois et je fais tout et après, c'est bon. Et en fait, ça a pris 6 mois. Ce qui fait que, en toute transparence, en fait, je m'étais versé un dernier salaire en Estonie. Je m'étais versé le minimum, je m'étais versé 600 euros et je me suis dit: «Bah, je me verse 600 euros. Comme ça me suffit pendant un mois et en un mois, j'ai largement le temps de créer ma société en France et après je me verserai des salaires en France», tu vois? Et en vérité, entre la création de la société, les comptes bancaires, tout ce qui va avec, plus, la cession de parts, parce que je devais rentrer au capital de la société, de mes associés en France. Ça a été une énorme galère administrative. Bon, les gens le savent parce que c'est la France, tu vois? Je m'étais fait avoir et pendant 6 mois, bah, j'ai essayé de vivre avec 600 euros, tu vois? Et ça a été qu'en fin d'année que j'ai réussi à me faire une cession de biens. J'ai racheté des biens avec la société. J'ai réussi à me verser 3 000 euros. Mais genre, de mon départ d'Estonie jusqu'à l'arrivée en France, j'ai vécu pendant 6 mois avec 600 euros. Donc ce qui fait que pour que les gens comprennent la situation dans laquelle j'étais, j'avais de base un business qui faisait plus de 5 chiffres par mois et je me suis retrouvé à essayer de vivre avec 600 euros pendant 6 mois. J'ai dû revenir chez mes parents, demander de l'argent à certaines personnes, alors que de l'autre côté, j'avais un business qui faisait 5 chiffres par mois, tu vois? Donc je t'explique même pas la situation dans laquelle j'étais. Je crois que ça a été une des pires périodes de ma vie où en fait, j'étais hyper pauvre. Genre même faire un resto, c'était impossible pour moi. Mais de l'autre côté, j'étais riche. C'était trop bizarre comme sensation. Surtout que moi, j'avais quitté les cours, je me sentais beaucoup plus libre. J'étais en Estonie, je faisais ce que je voulais, je me payais des restos quand je voulais, je faisais de l'argent, c'était génial. Quand tu passes de cette situation à je dois demander de l'argent à mes proches, je peux te dire que c'est très compliqué quand tu sais qu'à côté,
tu as la capacité de faire 20 000, 30 000 € par mois, tu vois? Donc ça a été très, très compliqué et encore aujourd'hui, hein, dis-toi que là, je me suis toujours pas versé de salaire, donc j'ai réussi à vivre avec la cession de biens que j'ai fait. Mais là, dis-toi que maintenant on a réussi les démarches et tout et là, la dernière démarche qu'on doit faire, c'est une assemblée générale entre chaque associé pour, se mettre d'accord sur le montant des salaires qu'on se verse chaque mois. Donc on va devoir encore prendre du temps pour faire ça. Donc là, en vérité, bah, en termes de salaire, bah, ça fait depuis juin que je me suis pas versé un seul salaire, tu vois? Donc et en fait, ça a été une belle leçon parce qu'en vérité alors ça a été un gros échec pour moi, hein, parce qu'en vérité, je suis passé de totalement indépendant à, je dépends totalement, d'autres personnes. Ça a été un total échec et ça a été horrible cette et même encore, hein, j'ai encore cette sensation aujourd'hui, tu vois, de et ça m'a appris une chose, c'est qu'en fait, la liberté, ça n'a pas de prix. Alors vraiment, en fait, ce que j'ai vécu en tant que, hem quand j'ai commencé à avoir cette liberté financière de faire ce que je veux, de voyager et cetera, cette liberté-là, ça n'a aucun prix, tu vois? Là, je sais que c'est quelques détails à peaufiner, mais je suis pressé de retrouver la liberté que j'avais, parce que là, on fait beaucoup, de revenus avec notre société, mais il y a encore des démarches administratives et cetera et vraiment ça m'a permis de mettre le point là-dessus et de me dire: «Mais en fait, il y a vraiment la liberté, ça n'a pas de prix. De faire ce que je veux, voyager quand je veux, de payer ce que je veux, tout ça, ça n'a pas de prix». Donc ça a été un gros échec parce qu'en vrai, j'aurais dû rester en Estonie le temps de faire les démarches. Mais moi, je pouvais pas, parce qu'en fait, quand je suis revenu en France, du coup, j'avais plus d'appartement, fiscalement parlant, donc je pouvais plus faire, de rentrée d'argent sur la société estonienne. Donc j'aurais dû rester en Estonie en attendant de faire les démarches en France. Mais j'y suis allé un peu trop vite. Donc ouais, ce que ça m'a appris, c'est clairement que la liberté n'a pas de prix, tu vois? Là, je l'ai vraiment pris en compte, tu vois? De l'avoir vécu et de ne plus avoir eu cette liberté, ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais, puis c'est vrai que les démarches administratives, c'est C'est horrible, alors franchement, je reste en France en toute transparence, je reste en France parce que nos clients sont en France, qu'on a une société en France avec des associés. Mais franchement, si moi je devais m'expatrier, j'aurais aucun regret à le faire, vraiment. Donc les personnes qui vont me dire: «Oui, mais en France, tu as la sécurité sociale et tout». Franchement, j'ai pas envie de vous insulter, mais arrêtez de me parler de ça parce que vu comment la France aide les entrepreneurs, vu comment j'ai été accompagné, arrêtez de me parler de sécurité, de santé en France, genre vraiment. D'ailleurs parce qu'en Estonie, les gens parlent de la sécurité, de dire: «Oui, mais en France, c'est plus long au niveau de l'administratif, tu as plus d'impôts, mais tu as la santé, tu as la sécurité sociale». Et moi en Estonie, quand je me versais le minimum de salaire, j'avais les soins gratuits, les transports gratuits, hein. Donc votre l'idée reçue que la sécurité sociale en France est incroyable, faut vraiment arrêter avec ça, tu vois? C'est du mensonge. OK, ouais, donc en gros, échec au niveau de la liberté que tu as perdue, enfin que tu as partiellement perdue. C'est ça et ça m'a permis de prendre en compte que, ouais, c'est incroyable, heu, la liberté n'a pas de prix, quoi. Je préfère largement faire moins et d'être totalement libre, que d'avoir une société qui fait des millions, mais de ne pas pouvoir utiliser l'argent, tu vois? Ouais, et d'être entre guillemets «bloqué» avec, dans des réunions, d'être, devoir être en présentiel et cetera. Voilà. OK. Hem, petite, avant-dernière question que je pose tout le temps. Tu as l'occasion de déjeuner avec un entrepreneur ou une entrepreneur francophone durant 2-3 heures. Qui est-ce que tu choisis? Quelles questions tu lui poserais et pourquoi cette personne? OK. Je pense pas que ça serait une personne très, très connue, Pas forcément quelqu'un de connu, hein, ça peut être n'importe qui. Mmh, tu vois, ça serait pas un truc genre Bernard Arnault, un gros entrepreneur et tout. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Pourquoi ça serait pas ça? Parce que on n'est pas du tout au même niveau, ce qui fait que même si ça serait impressionnant de passer, de faire un resto ou autre avec Bernard Arnault, le seul problème, c'est qu'en fait, ses conseils ne me serviraient presque à rien, tu vois? Alors ça serait hyper inspirant, hein. Ça serait hyper inspirant, mais par exemple, même moi, j'ai une équipe de 13 personnes. Lui, il va peut-être m'enseigner des techniques de management, mais lui, il a peut-être 30 000 salariés, ça a rien à voir, tu vois? Donc c'est un peu comme si tu es en 6e et tu essayes d'écouter les conseils des 3e. Bah, il y a un gros décalage. Donc moi, ça serait plus je pense que ça serait Yomi Denzel. OK. Ouais, ça serait Yomi Denzel parce que, déjà, bon, il a un parcours très inspirant, il a eu de très beaux résultats et cetera et ce qui m'inspire tout particulièrement chez lui, c'est surtout le mindset qu'il a. Pas le business parce que, l'e-commerce, la formation, c'est pas trop notre domaine, mais ça serait plus comment il fonctionne, pour avoir ce mindset-là au quotidien et tout, tu vois?
Je sais qu'il est très carré, je vois ses vidéos, je sais qu'il est très carré. Je sais qu'il se fait accompagner, il investit beaucoup en lui pour, avoir une routine très sérieuse et ça, c'est un truc qui m'inspire, tu vois? Donc je pense que je passerai du temps avec lui, avec, Yomi pour, en savoir plus sur son fonctionnement et tout, tu vois? OK. Bah, après, je sais pas s'il est, abordable, enfin, je sais pas comment faire, pour pas enfin, je suppose que passer un dîner avec lui, ça doit pas être chose facile, mais, Ouais, en vrai, ça pourrait se faire. Je pense que j'ai des contacts qui permettraient d'arriver jusqu'à Yomi, mais en tout cas, ouais, ça serait, bah, comme on dit, hein, on est qu'à 4-5 relations de n'importe qui dans le monde, hein. ouais. Ah moi, le truc intéressant d'ailleurs par rapport à ça, c'est que moi j'avais, mon entraîneur de boxe, c'était un ancien champion du monde de 98 et hem et il a fait plusieurs ans il s'est déjà entraîné avec Mike Tyson. Ah oui, Voilà, parce qu'il était champion du monde et donc à cette époque-là, c'était à l'époque où Mike Tyson boxait encore, en 98 tout ça et donc bah, des fois, il voyait Mike Tyson, ils se sont déjà vus, ils ont des photos ensemble, il a déjà fait un entraînement avec lui. J'ai trouvé ça hyper inspirant, je me suis dit: «OK, je suis à un contact d'être avec Mike Tyson, c'est» bah, ouais, en fait, quand tu vois, tu te rends compte qu'en fait, le monde est petit, enfin, rapporté comme ça, le monde est assez petit. OK, donc Yumi Denzel, bah, en tout cas, je te souhaite un jour, si jamais tu dînes avec lui, tu penseras à m'envoyer une photo, oh bah, peut-être que ça se fera, hein, Yomi, bientôt, tu vois? Comme ça, je pourrais reprendre cet extrait là sur cette interview, je prendrai cet extrait, ça sera marrant. ça sera, ouais, hop, le Thibaut le Devin. C'est ça. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que là, on va faire un peu de espace instant promotion. Donc tu as Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux où je pourrais Non, c'est principalement Instagram. Moi, en vrai, mes promotions sont très simples, hein. Je fais pas trop de promotions, c'est juste, enfin, ajoutez-moi sur Instagram, c'est Thibaut Didier. Pareil que ma chaîne, je crois que ma chaîne YouTube, maintenant ça a changé, c'est Thibaut-Didier, mais en gros Thibaut Didier, et je fais tout dessus, quoi. C'est là-dessus que je partage ma vie, que je donne des conseils, qu'on fait des challenges, pour ceux que ça intéresse. Tous les mois, on fait un challenge de 5 jours qui est offert. C'est totalement en live avec les gens et on parle 100% business, justement sur les piliers qu'on utilise dans notre accompagnement. Bon, on le fait pendant 5 jours offerts, donc voilà. Et ça, je le partage sur Instagram. OK, bon, bah, au moins c'est très clair. Mais c'est bien ça. Au moins, voilà, toi, tu t'es pas éparpillé dans plusieurs réseaux. Tu t'es dit: «OK, moi, je me focus Instagram» et Instagram, hein. Après, j'en ai d'autres, hein. J'ai TikTok, Facebook. Tu sais, je fais des shorts, donc ma monteuse, elle les met automatiquement sur Facebook, TikTok et tout, mais c'est Instagram principalement où je suis. ouais. Ouais, ouais, non, mais OK, donc je prendrai le lien et je le mettrai en description. Et enfin, une petite citation ou un proverbe ou enfin quelque chose qui te parle, un conseil que tu aimerais donner là en mot de la fin. Ouais, moi, ça serait, je sais pas si c'est une citation. Je sais pas si c'est une citation, mais ça va dans le sens qu'on disait tout à l'heure, c'est ne faites pas de quand vous développez un business, ne faites pas de suppositions. Dans le sens où nous, on a beaucoup et souvent les débutants justement, ils se posent tout un tas de questions et en fait, souvent, ils vont pas passer à l'action parce qu'ils vont se dire: «Ouais, mais mon offre, ça va pas marcher, les gens, ils vont trouver ça trop cher». Ils vont trouver ça trop cher ou ils trouvent ça trop cher? Tu vois, c'est 2 choses différentes et j'ai remarqué que les débutants, souvent, l'erreur qu'ils font et qui les empêche de passer à l'action et avoir des résultats, c'est qu'ils vont faire tout un tas de suppositions alors qu'ils ont jamais mis en place d'action. Ils vont dire: «Oui, mais les gens vont avoir des objections» ou «Les gens vont me dire ça, les gens vont me dire ça va pas marcher». Non! Tu sais rien, va tester ton marché et en fonction des résultats, là, tu peux faire des suppositions. Tu peux te dire: «Ça, je vais le changer, ça, je vais le garder». Mais ne faites pas de suppositions, s'il vous plaît, arrêtez de vous poser des questions en vous disant que si vous approchez les gens de cette manière, ça va pas fonctionner. Non, fais-le et ensuite vois ce que ça donne. Donc ce qui bloque les gens qui débutent, c'est de faire des suppositions au lieu de passer à l'action. OK, bah, c'est très, très clair et en plus c'est un très bon conseil puisque nous-mêmes on a été avec Loïc dans cette situation-là. On a fait beaucoup de théories, enfin voilà, on a dit: «Ouais, on va faire ça, tel abonnement, machin, tout ça». Au final, on arrive, on fait le truc et on se rend compte que c'est pas du tout ça. Donc, Ouais, souvent, c'est parce que après je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est parce que souvent la réalité du marché est différente de ce qu'on pense. donc on a beau, théoriser pendant 1 ou 2 mois sur ce que les gens veulent, au final, tant qu'on le fait pas, tant qu'on n'essaye pas, aucun moyen de savoir si c'est vrai, quoi. Exactement. Bah, écoute, merci Thibaut pour cette, interview. Donc comme prévu, je mettrai en description les liens pour qu'on puisse, te retrouver et du coup, bah, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée.
Et bah, merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Bye.